Jeudi 28 novembre 2019, il est 18h à Diokoul-Melbouk et à Kachot, c'est dans le département de Kaffrine. Force restera à la loi. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, affiche la fermeté après les actes de vandalisme au siège du tribunal de grande instance de Louga. Maître Malick Sall fustige, mais l'Union des magistrats sénégalais prône la sérénité. Maître Massorna Kane contre les hausses des frais de délivrance des documents de justice et de l'électricité. Le président de SOS Consommateurs va ester en justice pour que les autorités reviennent sur l'augmentation du prix de l'électricité. La République a rendu hommage à Colette Senghor, l'ancienne première dame du Sénégal, va reposer désormais au cimetière de Bel-Air. Le président Macky Sall parle d'une lourde perte pour la nation. Les Lions du beach soccer rêvent d'une qualification historique en demi-finale de la Coupe du Monde. Rêve qui peut devenir réalité dès ce soir après le match prévu à 20h50 contre le Portugal. La page des sports, ce sera avec Abdou Diouf Junior. Nous serons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Le débrief avec Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses sous Abdoulaye Wade. Entretien sur l'importance d'un tel département dans le contexte actuel du Sénégal. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. La colère du ministre de la Justice après le saccage des locaux du tribunal de grande instance de Louga. Force restera à la loi, a dit Maître Malick Sall à l'endroit des personnes qui ont commis ces actes hier lors du procès concernant l'affaire des talibés enchaînés à Ndiagne. Il condamne et juge ce comportement inadmissible. Maître Malick Sall est au micro de Mohamed Ali Mouba. Au Sénégal, en général, jusqu'à maintenant, les peines qui ne sont pas assorties de mandat de dépôt sont rarement exécutées. Et les amendes qui sont prononcées pour le compte du trésor public sont presque jamais recouvrées. Ce n'est pas le bon élément. Toutes nos excuses. Nous devons écouter Maître Malick Sall sur le saccage des locaux du tribunal de grande instance de Louga. Il a dit que force restera à la loi. Maître Malick Sall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui s'exprimait concernant le procès dans l'affaire des talibés enchaînés de Ndiagne dans la région de Louga. Il condamne cet acte et juge ce comportement inadmissible. Nous allons le retrouver ou bien Mohamed Ali Mouba, que nous allons retrouver tout de suite. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a promis la fermeté face aux casseurs. Pour Maître Malick Sall, ce qui s'est passé au tribunal de Louga hier relève simplement du vandalisme. J'ai eu le constat comme vous. Soyez assurés que les auteurs de ces méfaits qui seront identifiés seront sanctionnés à la hauteur effectivement de leurs actes. Dans l'affaire des talibés entravés par des chiennes, le procureur de Louga a requis 2 ans de prison contre les accusés, dont 2 mois fermes. Oustaz Cheikhouna Gueye dit Khadim, le maître coranique, le soudeur métallique ayant soudé les chaînes sur les chevilles des enfants et 4 parents d'élèves. Mais chose inédite hier, des sympathisants de ce maître coranique ont forcé la porte du tribunal de Louga et se sont adonnés à des actes de vandalisme. Maître Malick Sall se dit par ailleurs outré par le traitement dégradant et réservé aux enfants dans cette affaire. Je pense que ça a scandalisé comme tout le monde. Et moi aussi, en tant que ministre, ça m'a scandalisé. Je suis père de famille avant d'être quoi que ce soit. Et j'ai été talibé aussi. Mais le scandale, être scandalisé ne suffit pas. C'est pour ça qu'effectivement que les dispositions ont été prises pour que les auteurs effectivement de ces actes soient mis à la disposition de la justice et la justice prendra les mesures qu'il faut à leur encontre. La justice aux trousses des vandales. Pour le moment, aucune arrestation connue. C'était donc le compte-rendu de Mohamed Ali Mouba. Maître Malick Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, exprimé ce matin en marge de la conférence annuelle des chefs de parquet du Sénégal. Toujours sur cette affaire de sabotage du siège du tribunal de grande instance de Louga, le président de l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, lance un appel au calme. Toutefois, il invite à faire la différence dans ce dossier qui concerne un citoyen et non les Dara. Souleymane Teliko ajoute que les prévenus sont toujours dans les liens de la détention et qu'ils n'ont pas bénéficié d'une liberté provisoire. Le voici avec Mohamed Ali Mouba. C'est que le procès tenu contre le maître coranique, ce n'est pas le procès des Dara. Je pense qu'il ne faut pas aussi installer un amalgame entre ces choses-là.
c'est le procès d'un homme qui a commis des actes considérés comme répréhensibles. Maintenant, est-ce que ces actes-là sont compatibles avec les lois et les conventions auxquelles le Sénégal est parti? Ça, c'est au tribunal d'en décider. Mais je pense que c'est important de faire la part des choses et rappeler à tout le monde que cette affaire-là ne constitue pas un procès contre les Dara ou contre la religion. C'est un procès contre un homme qui a commis des actes et le tribunal décidera si ces actes-là sont constitutifs d'un délit ou non. Et ceux qui font passer sur les réseaux sociaux ou bien sur le net que les maîtres coraniques ont été libérés, vous avez envie de dire quoi? Non, je crois que c'est de l'intoxication, il n'en est rien. Les prévenus sont actuellement en détention et le tribunal décidera de leur sort le moment venu, c'est-à-dire à la date du 4 décembre. Les frais de délivrance des documents de justice sont passés de 2 400 à 8 000 francs CFA. Le président de SOS Consommateurs est loin d'être d'accord avec cette hausse qu'il juge injustifiée. Il va plus loin concernant l'augmentation du prix de l'électricité. Maître Massorna Kane va saisir la justice contre cette mesure très lourde à supporter pour les consommateurs. Les détails avec Elhadji Ndiogou Diène. Tous les arguments servis par l'État pour justifier la hausse du prix de l'électricité ne tiennent pas la route pour Maître Massorna Kane. Le président des SOS Consommateurs démontre la ligne de défense des autorités sur toute la ligne. Ni le cours du pétrole, ni la vérité des prix ne sont fondés selon lui. Si vous prenez votre calculette, vous faites l'opération, 12 milliards, si 12 milliards représentent 26%, 10 milliards ne peuvent pas représenter les 20%, et 2 milliards représentaient 6%. C'est faux, c'est archi faux. C'est des mensonges d'État. Face à cette situation, l'avocat consumériste ne compte pas baisser les bras. Une bataille judiciaire n'est pas exclue. Cette décision-là, c'est vraiment faire ce que voulait l'État et ce que veut la Sénélec. Et ça, la commission de régulation nous a habitués à cela. C'est ce qu'ils font tout le temps. Mais en tout cas, cette hausse-là, elle n'est pas fondée. Ni par la hausse du cours du pétrole, ni par autre chose. On va chercher les moyens juridiques de l'attaquer, parce qu'elle est attaquable devant la Cour suprême. La motivation cachée de cette hausse du prix de l'électricité, à en croire Maître Massorna Kane, c'est que l'État cherche de l'argent par tous les moyens, y compris même par l'augmentation récente des frais de délivrance des documents de justice. Comme les employés de justice font des revendications légitimes, au lieu que l'État leur donne ces revendications-là, on a créé un fonds qui est alimenté par les frais de greffe. C'est-à-dire nous, quand on nous demande un acte, au lieu de payer 2 400, on va nous demander 6 000 francs ou 7 000 francs. Voilà, pour alimenter un fonds qu'on va après utiliser pour distribuer ça au personnel de la justice. Le décret n'a pas été publié parce qu'ils n'osent pas le publier. C'est en catimini, mais c'est appliqué. Le président de SOS Consommateurs souligne que cette hausse appliquée, mais dont le décret n'est pas encore publié, fait l'affaire des travailleurs de la justice. C'est un procès de mauvaise intention, réplique le syndicat des travailleurs de la justice. Il considère cette décision normale pour un meilleur traitement du point de vue salarial. Là-dessus, le secrétaire général du Sud-Justice, Maître Aye Boun Malik Diop, est avec Elhadji Ndiogou Diène. Le fonds commun n'est pas une nouvelle création. Il date de 1992. Il y a eu une hausse des droits de délivrance, c'est vrai, mais c'est pour eux, c'est une réponse à une revendication que le Sud-Justice avait posée publiquement pour réparer un préjudice que le gouvernement avait causé aux travailleurs de la justice en réduisant les frais de nantissement. Ça a fait l'objet d'un débat public, donc c'est contraire à ce qu'il a dit, on ne l'a pas pris en catimini. Il y a eu des hausses, mais c'est en réparation d'un préjudice que nous avions subi en 2013, parce que l'État avait pris des mesures allant dans le sens de réduire les frais de nantissement qui sont la principale source de recettes du fonds commun. Le fonds commun n'est pas typique à l'administration de la justice. C'est un complément de rémunération parce qu'il faut savoir que les salaires sont très, très faibles. Ce que Maître Massorna Kane ne le dit pas, c'est que lui, sa profession lui permet de se faire des millions sur le dos de ses clients, alors qu'il n'a jamais jugé que cela est excessif. Donc, de grâce, qu'il nous lâche les bacs. Il est 18h passé de 11 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Kael. RFM 94.0, la radio en puissance.
Rapport annuel sur l'épidémie du sida au Sénégal. Le taux de prévalence reste stable depuis 2016. Il est de 0,5%. Toutefois, le nombre de nouvelles contaminations a diminué de 39%. De réels progrès selon le Comité national de lutte contre le sida. Néanmoins, le CNLS demande un coup de main de l'État du Sénégal, des bailleurs, mais aussi un effort pour la mise sous traitement des enfants. Compte rendu, Salimata Ao. Le message clé du rapport mondial sur la lutte contre le sida est la mobilisation des communautés pour faire la différence. Malgré la baisse du taux de nouvelles contaminations de 39%, des efforts sont à faire, surtout chez les enfants. Dr Safietou Cham, secrétaire exécutive du CNLS. Le Sénégal peut se réjouir d'avoir, en tout cas pour les objectifs des 3,90, d'être à 72, 84 et 64. Nous sommes à un an de 2020 et nous devons redoubler d'efforts, imaginer des nouvelles stratégies, mobiliser davantage les communautés pour atteindre les résultats que la communauté internationale, pour atteindre les 3,90 au Sénégal. Et redoubler d'action, c'est amener les communautés à faire toujours plus, à faire toujours mieux. Le financement des communautés pourrait beaucoup aider à l'atteinte des objectifs en 2030. Brény Patrick, directeur régional de l'ONU-SIDA en Afrique de l'Ouest. La manière de mobilisation communautaire et la manière d'atteindre les populations les plus démunies, les populations vulnérables, des usagers de drogue, dans le cas du Sénégal en particulier. Il faut qu'on renforce nos efforts et qu'on fait d'autant plus d'intégrer, de financer et d'améliorer la réponse communautaire, tout en prenant au sérieux le professionnalisme qu'eux, ils démontrent chaque jour dans les actions qu'ils mènent. Le 1er décembre est déclaré Journée mondiale du sida. Pour cette année, une campagne intitulée « Prenons un enfant par la main » est lancée. Ceci pour accélérer la prise en charge des tout-petits vivant avec le VIH. Messe funèbre à la cathédrale de Dakar, c'était il y a plus d'une heure, mais avant, il y a eu la levée du corps de Colette Senghor, la première dame du Sénégal. C'était à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. L'ancien président Abdou Diouf et plusieurs personnalités étaient présentes. Le président Abdou Diouf était aux côtés de son successeur et actuel chef de l'État, Macky Sall. Nous écoutons le président de la République ému par cette disparition au micro d'Amadou Sabarba. Cérémonie triste parce que nous venons de perdre en Colette Hubert Senghor, la première dame qui nous rattachait encore au premier président de la République du Sénégal, mon illustre prédécesseur Léopold Sédar Senghor. Cette cérémonie instructive, parce qu'en faisant vœu d'être enterré auprès de son époux et de son fils, Colette Senghor nous livre une admirable leçon de vie, de dignité, d'amour et de fidélité. Fidélité jusqu'à la mort. Et quelle leçon, en effet, en ces temps où ces vertus cardinales sont si malmenées. Cérémonie instructive, parce qu'elle nous rappelle le rêve d'humanité du président poète, ardent défenseur des valeurs d'enracinement et d'ouverture, chantre infatigable du dialogue des cultures et des civilisations qui mène à la civilisation de l'universel, symbiose de toutes les cultures et de toutes les civilisations. Dans son amour fusionnel, le couple présidentiel que formaient Léopold et Colette Senghor symbolisait si bien les vertus du métissage biologique et socio-culturel qui enjambent les barrières et ignorent les frontières. Le président de la République à la levée du corps de Colette Senghor qui sera inhumé au cimetière de Bel-Air. En politique, la commission de suivi de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation du processus électoral a démarré ses travaux ce matin. Elle est chargée de suivre le lancement du processus d'appel d'offres à l'intention des cabinets d'audit pour le fichier électoral. Cette commission de suivi est composée de 3 plénipotentiaires de chaque pôle, mais aussi des représentants de la Sénat, de la société civile et de l'administration du CNRA. Nous reviendrons sur ce comité dans nos prochaines éditions. 18h16. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Mamadou Amar Ndione. Du monde de beach soccer, le Sénégal, pour entrer dans l'histoire. Il va falloir franchir la muraille ibérique, jouer plutôt le Portugal en quart de finale.
Ce n'est pas forcément le premier choix de Ngala Sylla, mais il va devoir bousculer ces Lions pour les sortir du guêpier portugais à partir de 20h50 à Ascension. Les Lions courent à l'exploit, rassure notre envoyé spécial Soda Thiam. Le Sénégal affronte l'un des favoris de ce mondial, une équipe que les Lions du Sénégal avaient rencontrée lors des Jeux mondiaux de la plage. Mais le manager général estime que la pression est du côté des Portugais. Ibrahima Ndiaye Chita. Il faut qu'il aussi croient encore parce qu'il y a un effet psychologique qui va jouer. La seule défaite du Portugal à Espino au Portugal, c'est contre le Sénégal. Certes, l'équipe l'a rencontré récemment. Les gosses ont encaissé presque 8 buts. Maintenant, on verra. Le Portugal est à sa 9e Coupe du Monde. Les Portugais ont occupé le podium à plusieurs reprises. 3e en 2008, 2009 et 2011, 2e en 2005 et champion en 2015 devant leur public. Alors, une équipe expérimentée. Le sélectionneur des Lions revient sur le système de jeu de l'adversaire du jour. Un système 1-2-2. Donc, en fait, c'est le même style de jeu que les Européens. Donc, ils préparent en faisant une attaque placée. Mais des fois aussi, ils préparent toujours le côté droit pour tirer sur le côté gauche parce qu'ils ont des joueurs très modernes, en l'occurrence de Santos, qui a pris cette année le meilleur joueur du monde. Donc, il y a aussi Madjer qui a été pendant 3 ans meilleur joueur du monde aussi. Donc, c'est des gauchers qui est rare dans une équipe. Je sais que si on bloque le côté gauche, ils n'auront pas beaucoup d'atouts. Mais espérons que nos joueurs seront dans l'état d'une bonne forme pour les contrer quand même. Le Sénégal va jouer son 4e quart de finale ce jeudi. Pour Ibrahima Ndiaye Chita, il est temps de dépasser ce cap. Les jeunes sont à 36 minutes d'un exploit historique en Afrique. C'est-à-dire la première équipe africaine à se qualifier pour une demi-finale. Le champion d'Afrique, le Sénégal, face au champion d'Europe, le Portugal, ce jeudi à 20h50 GMT. Soda Thiam, Asunción, Paraguay, Radio Futur Média. Merci Soda Thiam. Football Challenge des champions, la fédération et la Ligue préparent bien la finale. L'US Gorée et le Djambar de Saly se disputent le trophée samedi. 10 millions sont en jeu. Le spectacle sera au rendez-vous et pas besoin de payer pour s'en délecter. L'entrée au stade sera gratuite. Tout est au point pour assurer un maximum de joie aux acteurs. Vous avez sans doute entendu dans nos précédentes éditions le président de la commission d'organisation, du comité d'organisation de ce challenge des trophées, challenge des champions. Il a été interrogé par Georges Diop. Malik Thiam était dans les éditions précédentes de RFM. Football à l'étranger, la 5e journée de la Ligue Europa a livré sa première surprise. Surprise, Manchester United qui est allé perdre à Astana. 1-2, Manchester United donc qui risque de mettre dans une situation inconfortable son coach. Oui, Ole Gunnar Solskjaer. Oui, et qui risque donc d'être menacé après cette défaite à l'extérieur. Alkmaar et Partizan Belgrade, le match a démarré depuis 24 minutes et ce sont les joueurs du Partizan Belgrade qui mènent 1-0. 0 but partout entre Besiktas et Slovan Bratislava. Braga Wolverhampton 1 but partout, 23 minutes de jouer. AS Rome joue en Turquie contre Istanbul Başakşehir, 0 but partout. Même score entre Alexandria et Wolfsburg. La Gantoise Saint-Étienne, c'est à l'instant 24 minutes, 0 but partout. Nous reviendrons sur tous ces résultats, mais notez que déjà à la 24e minute, Young Boys Bern mène face au FC Porto 1-0. L'équipe des autres Sénégalais qui va jouer à 20h, Celtic Glasgow contre Rennes de Mbaye Niang et Edouard Mendy. Edouard Mendy est sûr de jouer ce match, mais Mbaye Niang a été ménagé pour bien préparer la rencontre de dimanche prochain en Ligue 1 française contre l'AS Saint-Étienne. À Porto, il y a un certain Mamadou Lungiaï, non? Oui. On poursuit avec le basketball Abdou Diouf Junior TQO 2020. Les adversaires des Lions ne se font pas peur. Oui, ils ne font pas peur à Moustapha Gueye qui, selon lui, le Sénégal a toutes ses chances pour se qualifier. Les adversaires des Lions, donc, qui n'empêchent pas de dormir l'entraîneur national. Le Sénégal est dans le groupe B avec l'Italie et le Porto Rico. Le tournoi qualificatif au JO 2020 se joue, en tout cas pour le Sénégal, en Serbie du 23 au 28 juin 2020.
Abdou Junior, nous avons parlé de beach soccer, de football et de basketball. Vous avez été complet. Nous entrons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. La COP25, conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, se tient du 2 au 13 décembre prochain à Madrid, en Espagne. Le Sénégal est prêt avec la validation récente de la contribution déterminée nationale. Cette feuille de route va participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une réunion de participation de la délégation sénégalaise à la COP25 et la validation technique de la CDN s'est tenue avec tous les acteurs impliqués. Suivons le compte-rendu de Oumou Kalsoumli. Le Sénégal veut réduire de 3% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2035. Les secteurs ciblés pour atteindre cet objectif sont l'énergie, l'agriculture durable, l'industrie, les transports routiers et ferroviaires. Madeleine Diouf-Sarr de la division changement climatique au ministère de l'Environnement. La question de la mise en œuvre des contributions déterminées nationales, chaque pays a son engagement. À partir de 2020, chaque pays devra ce qu'on appelle dérouler sa mise en œuvre. Et pour cela, il faudrait que les pays discutent sur comment va se faire le système d'exécution et de rapportage de leur engagement. Cela est nécessaire parce que c'est là où on pourra effectivement suivre comment le processus du réchauffement climatique, en tout cas comment les pays vont contribuer pour limiter le réchauffement climatique d'ici un niveau de 2 degrés, voire 1,5 degrés. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Sénégal a consenti des efforts pour réduire des émissions de gaz à effet de serre tout en tenant compte des réalités socio-économiques. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons beaucoup de leviers sur lesquels nous pouvons actionner. L'exemple du BRT est là, qui illustre à suffisance que nous sommes engagés dans un programme pour promouvoir la baisse du niveau d'émission du carbone. L'autre élément, c'est la séquestration du carbone à travers, bien sûr, le reboisement. La délégation du Sénégal pour la COP25 sera composée d'experts issus des ministères, du secteur privé, de parlementaires et d'élus des collectivités locales, avec à sa tête le ministre de l'Environnement et du Développement durable. La nouvelle CDN revisitée présage de nouvelles stratégies face au climat, mais le marché du carbone et la recherche de financement semblent être le point d'achoppement. À ce propos, écoutons les explications d'Ousmane Falsar. Il est le président du Comité national sur les changements climatiques. La mobilisation des financements dont nous avons besoin pour pouvoir mettre en œuvre ces CDN. Il est bon quand même d'établir une feuille de route, mais la prochaine étape c'est d'avoir une stratégie pour la mise en œuvre. Et à travers cette stratégie de mise en œuvre, il va falloir aussi avoir une stratégie de mobilisation des financements. Par rapport au marché carbone, dans le cadre de l'accord de Paris, il y a un article spécifiquement dédié à cela, c'est l'article 6, où il est prévu une coopération entre les nations pour pouvoir mutuellement réduire les émissions de gaz à effet de serre. La biodiversité et les aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, on en parle dans Quartier Vert. Un atelier de lancement d'un observatoire s'est tenu à Dakar mercredi. La rencontre a réuni des représentants des 16 pays de la CEDEAO. Objectif, promouvoir et faciliter des échanges d'informations de l'observatoire régional. Cet outil de collecte de données va permettre de protéger les ressources naturelles en général, en guise de conserver la nature. Le compte-rendu de Virginie Léontine Sagna. La protection de la biodiversité en Afrique de l'Ouest est une priorité. La mise en œuvre de l'Observatoire régional est un outil essentiel des dispositifs de conservation actuels et futurs. Cécile Tassin-Pelzer, chef de la coopération de l'Union européenne au Sénégal. Biopama donc, est un programme important de l'Union européenne pour la protection de la biodiversité. C'est un programme qui intervient en fait dans les différentes régions de l'Afrique. Un instrument d'intégration régionale qui va promouvoir et faciliter les échanges d'informations avec divers utilisateurs en vue d'une meilleure gestion de la biodiversité. Aïssa Kabo, représentante de la commission de l'UEMOA à Dakar. Après sa mise en place, il s'agira d'abord de s'adapter aux différents dispositifs. Il s'agira pour tous les intervenants et en particulier pour l'UEMOA de mettre en place un plan d'action pour déjà fournir toutes les attentes, déjà pouvoir donner des données de base conformes aux attentes des populations et aussi montrer un engagement fort et favoriser l'adhésion de tous au problème de la biodiversité et des
des aires protégées. D'après le dernier rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, 1 million des espèces animales et végétales sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies, un phénomène qui nécessite la prise de certaines mesures afin de protéger la biodiversité et les aires marines protégées. Cet observatoire régional va également permettre de générer des données et des informations fiables sur les marines protégées et les ressources naturelles. C'est dans le cadre du programme Biopama en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. Écoutons son directeur régional, Aliou Faye. Il est au micro de Virginie Léontine Sagna. L'observatoire est un outil qui nous permettra de générer des données et des informations fiables. D'abord sur les aires protégées, le statut, les différentes menaces et sur toutes les ressources naturelles de manière générale, la biodiversité. Sur la base de ces informations fiables et de données que nous collectons, nous les analysons et elles peuvent être utilisées pour servir d'aide à la prise de décision. Quartier vert, c'est fini. Le débrief maintenant, nous sommes en ligne avec Bamba Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères sous le régime du président Abdoulaye Wade. Au vu de la situation actuelle avec l'affaire des talibés enchaînés de Ndiagne, entre autres, est-ce que ce ministère devrait être remis au goût du jour? Absolument. Bien avant même que ces événements ne se produisent, je pense que le Sénégal devrait se doter d'un ministère des Affaires religieuses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous ne l'ignorez certainement pas, que c'est le colonialiste français même qui avait créé une commission pour encadrer le pèlerinage à la Mecque. Je dis donc que cette délégation date de l'époque coloniale, parce qu'ils avaient senti nécessaire de s'impliquer dans la gestion aussi des affaires des communautés religieuses. Récemment, cette commission ou ce haut commissariat est érigé en délégation générale. Le délégué général est nommé par décret présidentiel. Il a rang de ministre. Il gère le pèlerinage qui est le 5e pilier de l'islam. Il n'y a pas longtemps, une autorité du Waqf a été également mise sur pied, occupée par l'ancienne directrice générale de la monnaie et du crédit. Alors donc tout cela montre qu'il y a autant de choses qui intéressent le religieux et qui sont gérées actuellement par l'État. Ce que je viens de dire ne concerne que la religion musulmane. Oui. Mais disons aussi que de l'autre côté, nos frères chrétiens ont également leur pèlerinage. Il y a les églises, il y a les mosquées, tout cela est à gérer. Je crois que l'État ne peut pas laisser tout cela de côté. Et dans oui, allez-y. Je pense qu'il est très pertinent pour le Sénégal d'avoir un ministère qui puisse gérer et l'enseignement confessionnel, les églises, les mosquées, bref, tout ce qui concerne le religieux. Dans l'architecture gouvernementale actuelle, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge du culte. Est-ce que c'est une option efficace? Mais c'est un concept colonial. Cela date de l'époque coloniale également. C'est le gouverneur général qui avait à ses côtés, qui avait créé un bureau chargé des affaires islamiques. Mais là, l'option, c'était pour contrôler les activités des marabouts et autres. Après l'indépendance, nous devrions avoir une autre option. On ne doit plus avoir un ministère du culte basé au ministère de l'Intérieur. Parce que cette conception de relation entre le religieux et le politique oui. est une conception pour moi dépassée. C'est une conception que je dis même colonialiste. Très bien. Pour dire que nous devrions véritablement évoluer dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup, Bamba Ndiaye. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires religieuses sous le régime d'Abdoulaye Wade. 18h30, c'est la fin de cette édition.